Hello and welcome. We'll be starting the webinar Bonjour momentarily. et bienvenue. Ce webinaire va bientôt commencer. Nous attendons beaucoup de participants. Nous voulons donc laisser la chance à tout le monde de prendre le temps de se connecter. Donc, prenez le temps pour lire un ou deux emails, prendre quelque chose à boire et puis nous allons commencer dans quelques instants. And if you'd like, and I'll be saying this a few times, please do introduce yourself. Et je le répéterai, mais n'hésitez pas à vous présenter. Il y a une fenêtre de conversation en bas de votre écran. Nous aimerions connaître votre nom, l'organisation pour laquelle vous travaillez, où est-ce que vous vous trouvez, et si vous voulez partager les grandes lignes du travail que vous effectuez pour cette organisation. Sometimes it's a little confusing with these chat boxes. You may notice Parfois, on ne s'y retrouve pas bien dans ces fenêtres de conversation. Vous pouvez voir qu'il y a donc la fenêtre de chat et qu'il y a une option pour s'adresser à toutes les personnes, à tous les participants ou pour parler à un participant en particulier. Dans la plupart des cas, merci de sélectionner everyone, donc tout le monde. Envoyer le message à tout le monde, and I'll just à note that tous. you only see Et the speakers on the camera today. je remarque, You won't be able to turn je them off. vous invite So également à remarquer que all of our communication will à be chaque fois que quelqu'un prendra la parole, recorded, and cette personne sera also invitée there à is a mettre Q&A sa button vidéo. function. Les personnes qui écoutent, cependant, sont invitées à laisser leur vidéo éteinte pour faciliter la connexion. So for those just joining, we have Pour ceux d'entre vous qui arrivent juste, nous attendons beaucoup de participants à ce webinaire. On va donc attendre encore quelques minutes pour s'assurer que tout le monde ait le temps de se connecter avec please nous. do feel free to introduce yourself N'hésitez pas à vous présenter dans le chat information en donnant votre here nom, le nom de votre if you want to organisation, où est-ce que vous vous trouvez, et puis une ou deux lignes sur votre travail. and I'll come back to this again, but for those Et of you j'y participating reviendrai, here with mais pour ceux the d'entre vous interpretation qui function, ont l'habitude de travailler avec des the interprètes, organizers of this session have pulled c'est together interpretation vraiment un services travail phénoménal que les organisateurs ont mis en place avec cette in many interprétation en espagnol, roumain, on your anglais screen. et français. I'll show this later, but Si there's an vous cliquez interpretation en bas globe de votre écran, for il y the a language of your choice. un icône d'interprétation qui ressemble à un globe et vous pouvez choisir la langue dans laquelle vous préférez suivre ce webinaire. We'll just give it one more minute for people to On va settle attendre in. encore une petite minute pour laisser le temps à tous les participants de se connecter. Merci de votre patience. So just to note, a bit of housekeeping, we have Donc, une note de fonctionnement. On a ici un exemple de diapositive. Si on peut revenir sur la diapositive précédente concernant l'interprétation. Donc, on a aujourd'hui l'interprétation en anglais, espagnol, français et roumain. Vous pouvez le sélectionner en bas de votre écran, comme vous pouvez le voir sur cette diapositive, et choisir la langue dans laquelle vous préférez suivre le webinaire. Okay, well, please introduce yourselves in the chat, your Merci de bien vouloir vous présenter dans le chat, votre nom, votre organisation, là où vous vous trouvez, title, et quelques mots sur votre travail ou and make sure in the votre chat function poste. that you select everyone Et to lorsque vous écrivez dans le chat, n'oubliez pas de sélectionner écrire à tous pour que tout le monde puisse just now you can see vous the speakers voir on the votre camera nom. and microphones will be Comme je activated l'ai for the dit, speakers and we'll come back to seulement les intervenants dialogue momentarily. allumeront leur So let's vidéo go ahead and get started. afin de faciliter la connexion. Well, welcome everybody to Bienvenue à this tous presentation à webinar cette on présentation, ce webinaire
sur la justification des investissements pour la prise en charge familiale. On va mettre l'accent aujourd'hui sur l'expérience de la Moldavie. Mon nom est Philippe Goldman. Je suis le président de Mastro International. J'ai travaillé dans la finance depuis une trentaine d'années, initialement dans le groupe de la Banque mondiale et plus récemment dans des petits projets comme Maestro. Je suis vraiment fatiguée des travaux de protection de l'enfance qui sont restés dans des dossiers, sur des étagères, par manque de ressources. Il me semble que tous les autres secteurs du développement s'engagent dans la budgétisation euh, et la protection de l'enfance fait défaut à ce niveau-là. Je pense que nos collègues en Moldavie, cependant, ont réussi à ouvrir une brèche et investir dans la réforme sociale et vraiment défendre les investissements dans ces services de prise en charge familiale. J'ai eu la chance en juin cette année d'échanger avec eux, de me rendre en Moldavie et vraiment, fondamentalement, ça justifie les investissements pour la prise en charge familiale. C'était un des meilleures expériences de ma vie. Euh, Ils ont réussi à allier les travaux techniques de réforme sociale avec le plaidoyer pour ce changement. Et nous avons beaucoup de chance aujourd'hui d'avoir avec nous cette équipe qui vont nous présenter leur expérience. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc, encore une fois, quelques mots de fonctionnement. N'hésitez pas à vous présenter dans le chat, dans la fenêtre de conversation et sélectionnez tous lorsque vous écrivez votre message pour que tous les participants puissent le lire. Ce webinaire est enregistré et l'enregistrement sera disponible en anglais, espagnol, français et roumain. Si vous parlez plus d'une de ces langues, si vous parlez plusieurs langues, eh bien, vous pourrez le regarder plusieurs fois dans chaque langue. Il y a également une section questions-réponses en bas de l'écran et nous vous invitons à écrire vos questions dans cette fenêtre. On n'utilisera pas les micros aujourd'hui en dehors des présentations. Au cours de ce webinaire, n'hésitez pas à écrire vos commentaires, vos questions dans cette section questions-réponses pour qu'à la fin de la question, des présentations, on ait un ensemble de questions à discuter ensemble. Et enfin, je vous invite à sélectionner la langue d'interprétation dans laquelle vous êtes le plus à l'aise pour suivre et participer à ce webinaire. Diapositive suivante. Ce webinaire s'inscrit donc dans une série de webinaires de la collaboration Transforming Children's Care. Ce collaboratif établit une collaboration stratégique globale au niveau mondial et local pour renforcer la prise en charge des enfants et les services sociaux. Je vous assure qu'aujourd'hui, cet webinaire va être très enrichissant et c'est vraiment une extraordinaire opportunité d'en apprendre plus sur la protection de l'enfance. Si vous n'êtes pas membre, je vous invite à participer à ce collaboratif. À l'ordre du jour aujourd'hui, nous avons 4 présentations avant de passer à un dialogue, un échange basé sur vos questions et commentaires. Tout d'abord, nous allons avoir une présentation de la justification d'investissement. Deuxièmement, une évaluation des risques et des dépenses gouvernementales. Nous allons également discuter plus spécifiquement de l'évaluation des ressources financières pour les institutions de prise en charge. Et enfin, on va voir le cas plus spécifique des besoins en ressources humaines. J'ai le plaisir de présenter Ludmila Ungureanu, qui est une professionnelle du développement avec plus de 20 ans d'expérience dans la gestion organisationnelle et euh, plus particulièrement la protection sociale et les programmes de bonne gouvernance. Avant de travailler pour Changing the Way We Care, elle a géré les programmes de protection de l'enfance avec Terre des Hommes Moldavie
et décentraliser les programmes de réforme avec IREX ainsi que l'Association des avocats américains. Ludmila, je vous laisse la parole maintenant. Merci beaucoup, Philippe. Merci, chers collègues du réseau Better Care Network, de nous donner l'opportunité d'échanger sur nos expériences et les dernières leçons tirées de notre travail. Je voulais dire que sans surprise et probablement euh, que ce n'est pas seulement le cas en Moldavie, mais la finance est inévitable. Le financement, la recherche de financement est inévitable pour avancer la protection de l'enfance. Les autorités locales sont chargées par la loi en Moldavie d'éviter la séparation des familles et apporter une prise en charge familiale. Malheureusement, pour mener à bien ces services, il y a un grand manque de financement, en particulier le ministère du Travail et de la Protection sociale euh, a souhaité réformer fondamentalement les services sociaux et pour financer cela, nous avons cherché à prioriser les services qui seraient financés et ces priorités reconnaissent également le fait que les finances, les ressources sont limitées et que les services, ces 20 dernières années en Moldavie, ont fourni un accès inégal et souvent de qualité inégale euh, pour les familles et les enfants. Le ministère des Finances partage ce sentiment et a exprimé très clairement la volonté d'assurer la durabilité des services sociaux et de justifier les investissements publics. Et puis, il y a également la société civile qui a ouvertement appelé le gouvernement à rediriger des ressources allouées aux institutions et aux foyers vers la prise en charge familiale et communautaire et de redonner de la valeur à ces engagements. Cela fait partie également de notre processus de, euh, de- vers l'Union européenne. Et donc, nos collègues à l'UNICEF, Changing the Way We Care, la Banque mondiale, le Parlement de Moldavie, Better Care Network et le ministère de Protection de l'enfance ont décidé ensemble d'ouvrir le débat pour le financement d'une réforme sociale en se basant sur la constatation générale d'une nécessité d'un meilleur financement et en se posant la question de ce que cela signifie pour la Moldavie en termes pratiques. D'après les données que nous disposons déjà et qui ont été collectées par l'UNICEF, ainsi que l'évaluation financière de nos institutions gouvernementales, et on en parlera plus en détail un peu plus tard aujourd'hui, ainsi que le rapport d'analyse des coûts et d'autres documents de recherche que nous avons menés, nous avons convenu qu'il était justifié d'investir dans la prise en charge familiale avec des services familiaux euh, qui seraient mis en avant euh, plutôt que la prise en charge institutionnelle. La gestion de cas a joué un rôle central afin que ces services vers les familles soient à la fois des services financiers et des services sociaux. Les équipes de services sociaux doivent également être renforcées pour s'assurer que ces services soient efficaces et s'adressent à ceux qui en ont le plus besoin. Ensemble, nous avons organisé une conférence internationale de financement pour une meilleure prise en charge en juin cette année, à laquelle Philippe a participé, et nous avons continué à appliquer les recommandations de renforcement de nos capacités. Pourquoi est-ce que nous avons choisi de justifier ces financements? Eh bien, cela répondait à la plupart des demandes gouvernementales. Cela montrait l'effectivité, le besoin. Les données dont nous allons vous parler aujourd'hui montrent clairement qu'à court et à long terme,
les bénéfices sociaux et économiques d'une transformation de la prise en charge en foyer vers une prise en charge familiale et communautaire est indéniable. Cela répond également à la demande euh, du ministère du Travail et de la Protection sociale, à savoir quels services privilégier. Nous avons identifié quatre priorités: la prise en charge en famille, les soutiens aux enfants porteurs de handicap. Et cela répond à beaucoup d'appels de la société civile également, de créer des opportunités pour les enfants porteurs de handicap et faciliter leur prise en charge par les communautés et les faciles. En conclusion, au cours des 12 derniers mois, nous avons beaucoup discuté du financement de la réforme sociale en Moldavie. Nous sommes passés d'une idée générale aux détails. Nous avons réussi à rassembler les différents acteurs autour d'une vision commune et autour de la volonté de mettre en place une prise en charge familiale, et mes collègues de l'UNICEF vous le confirmeront. Euh, la plupart des recommandations depuis cette présentation ont été mises en œuvre par le gouvernement, y compris celles portant sur un ensemble de services minimums, et la redirection des fonds a également été assurée. L'impact sur l'allocation des budgets est cependant moins visible à l'heure actuelle. Nous devons redoubler d'efforts pour nous assurer que la justification de ces investissements dans la prise en charge familiale euh, s'adresse et touche également les investisseurs, les partenaires privés, publics, et afin de pouvoir voir des changements également au niveau financier. Nous nous réjouissons de voir ce projet avancer et également les impacts à long terme de ce débat que nous avons eu. Merci à tous. Philippe, je vous rends le micro. Merci, Ludmila. Merci à tous pour ce travail extraordinaire que vous avez mené pour organiser cette réunion et tous les travaux qui ont été effectués depuis. J'aimerais vous dire à tous qu'à la fin de ce webinaire, vous recevrez un email avec un lien vers les différentes ressources, y compris l'enregistrement vidéo de cette conférence que Ludmina a très bien résumé, ainsi que d'autres ressources utiles. On on va parler beaucoup de la Moldavie aujourd'hui. Si vous avez un programme de réforme sociale, de protection de l'enfance dans votre pays, vous croyez-moi, l'expérience moldave va vous être vraiment utile. On va maintenant laisser la parole à Flore. Flore, qui est spécialiste de la protection de l'enfance et qui est actuellement en charge de la section de protection de l'enfance auprès de UNICEF Moldavie. Au cours des 10 dernières années, elle a vécu dans différents pays du monde. Elle a travaillé sur la protection de l'enfance, y compris en Israël, Palestine, en Libéria, Haïti, République démocratique du Congo et Irak. Elle a également passé une année à New York auprès du bureau du représentant spécial du secrétaire général pour les enfants et les conflits armés. Merci beaucoup, Philippe. Bonjour à tous et à toutes. Je me réjouis d'être avec vous aujourd'hui pour donner cette présentation au nom de l'UNICEF. Je vais donc faire la présentation de l'analyse que l'UNICEF a récemment effectuée en Moldavie. L'objectif de cette analyse, de cette présentation budgétaire que l'UNICEF a commanditée, était de mieux comprendre les dépenses du gouvernement moldave pour les services de prise en charge des enfants euh, en foyer par rapport à la prise en charge en famille. Cette analyse avait donc pour objectif de soutenir les efforts de plaidoyer envers la fermeture des foyers résidentiels en Moldavie, et ça a vraiment aidé l'UNICEF et les autres partenaires de protection de l'enfance euh, à établir un
rapport justificatif. Et je pense que tout cela sera également pertinent pour d'autres pays, dans d'autres contextes. Et à la fin de cette année, si vous le souhaitez, je partagerai avec plaisir d'autres informations concernant la méthodologie notamment, ce qui pourrait aider éventuellement d'autres pays. Avant de commencer, je voulais vous donner quelques éléments de terminologie. Dans ma présentation, vous verrez que je parle de foyer d'accueil et de prise en charge familiale. En Moldavie, il y a deux terminologies. Donc, les familles d'accueil, ce sont les familles qui accueillent 2 à 3 enfants. Et les foyers d'accueil, ce sont des familles également qui accueillent 3 à 7 enfants. Donc, pour le cas moldave, il y a vraiment une différenciation à faire entre ces 2 points. En termes de contexte, je voulais donner également quelques éléments. Après l'indépendance en 91, comme vous le savez peut-être, la Moldavie a hérité d'un système social qui était basé sur les institutions et qui n'était pas vraiment bénéfique aux enfants, avec un haut taux de mortalité, de violence et de négligence. Au cours des 10 dernières années, le gouvernement moldave a choisi de vraiment effectuer une transition et que les enfants puissent être pris en charge en famille plutôt que dans des institutions. Malgré les ressources financières et humaines limitées, la Moldavie est de plus en plus reconnue comme l'un des meilleurs exemples de protection de l'enfance dans sa région. Comme vous pouvez le voir sur cet écran, de gros progrès ont été accomplis. Comme vous pouvez le voir, on est passé de près de euh, milliers de d'enfants en institution à peine 2000 en 2016 et cela réduit encore pour atteindre aujourd'hui quelques centaines. Et à l'inverse, on peut voir qu'il y a de plus en plus d'enfants qui sont pris en charge auprès de familles, de foyers d'accueil. Maintenant, si on regarde les dépenses du gouvernement pour les familles d'accueil, on a réalisé cette analyse entre 2017 et 2021. Avant, je voulais préciser un élément. Vous pouvez voir sur les différentes colonnes qu'on parle en lei, donc la monnaie moldave. Pour vous donner un exemple, 60 millions de lei, c'est environ 3 millions de dollars américains. Donc, ce que je voulais mettre en avant avec ces graphiques, c'est que on peut voir que les dépenses de gouvernement euh, en faveur de la prise en charge familiale, donc de famille d'accueil, a énormément augmenté. 44% pour la prise en charge en foyer, euh, s- encore plus pour la prise en charge en famille d'accueil. Plus de 100%. Je voudrais insister sur un point précis lorsque l'on regarde à l'ensemble de la période. En moyenne, les investissements ont été 1,8 fois plus élevés pour la prise en charge résidentielle. Maintenant, si on se penche sur les dépenses par service, donc plus en détail, comment le gouvernement dépense ses fonds et ses budgets pour les différents types de services. D'abord, les dépenses en faveur de la prise en charge familiale. Donc, les familles d'accueil qui sont à la plus grande part de dépenses, environ 80%.
la plus large portion de ces dépenses concerne les salaires, ou plutôt les allocations touchées par les parents d'accueil. Cela présuppose des familles d'accueil où les parents sont employés pour toute l'année. Les dépenses ont augmenté de 12% depuis entre 2017 et 2020 et 30% après. Encore une fois, la plus large part du budget est allouée au personnel, aux dépenses de personnel. Maintenant, si on se penche sur les dépenses en faveur des institutions, donc quand on parle d'institutions d'accueil, cela compte différents centres, les centres d'insertion, les CAT-IME et également les centres communautaires d'accueil. Donc, les dépenses ont augmenté de 41% entre 2017 et 2021. On peut voir que les investissements en faveur des centres d'accueil pour les enfants porteurs de handicap, donc l'équivalent des CAT-IME, a largement augmenté et on peut voir que cette augmentation des investissements a porté sur tous les types d'accueil en institution. Diapositive suivante. Maintenant, si on analyse le coût par enfant, et je pense que cette diapositive est particulièrement importante pour comprendre la dynamique globale. Au cours de ces 5 années d'analyse, le coût par enfant de prise en charge en institution a augmenté de 50% et la prise en charge en famille d'accueil a augmenté de 31% et la prise en charge en famille d'accueil, en foyer d'accueil a augmenté de un peu moins, une quinzaine de pourcents. En comparaison, le coût par enfant de prise en charge institutionnelle a augmenté de plus de 188%. En fait, on voit clairement sur le graphique ici que le coût par enfant de la prise en charge en institution a beaucoup plus augmenté que la prise en charge en famille. Donc, pour résumer, les conclusions de cette analyse, si on pouvait synthétiser ce qui est ressorti de cette analyse des dépenses du gouvernement. Tout d'abord, comme je l'ai dit, et c'est très important de rappeler cet aspect-là, même si le nombre d'enfants en institution diminue, les dépenses totales du gouvernement ont augmenté, étaient 1,8 fois plus élevées que les dépenses en faveur de la prise en charge au sein de familles d'accueil. Comment est-ce qu'on peut expliquer ces différences en termes d'allocation des budgets? Eh bien, c'est en particulier par rapport au profil des enfants. 1,7% des enfants au sein de familles, de foyers d'accueil et 21% en institution sont porteurs de handicap. Cela implique que la prise en charge en institution s'adresse plus aux enfants avec des besoins spécifiques. On sait également qu'un grand nombre d'enfants avec des handicaps lourds sont placés dans des institutions. Cependant, le coût par enfant a toujours été plus élevé dans la prise en charge en institution que dans la prise en charge en famille. Et la situation est toujours la même à l'heure actuelle. Donc, comment est-il possible que le nombre d'enfants diffère alors que l'investissement reste le même? Eh bien, cela peut s'expliquer par des inefficacités dans l'adaptation des coûts au nombre de bénéficiaires
il faut pouvoir adapter les dépenses à un nombre inférieur de bénéficiaires au sein des institutions. Une autre conclusion que l'on peut tirer de cette analyse, malheureusement, c'est qu'il n'y a pas de preuves montrant que des économies aient été faites après la transformation, la fermeture d'institutions et que les économies aient pu être réallouées aux accueils, à l'accueil en famille. Donc voilà les principales conclusions que l'on a tirées de cette revue budgétaire et pour nous, c'était très important parce que ça nous a aidé à plaidoyer pour des meilleurs investissements, un meilleure rentabilité de ces investissements euh, pour les services et la réallocation de ces fonds vers une prise en charge en famille. Merci beaucoup. J'espère que ça a été clair et je serai ravie de répondre à vos questions par la suite. Merci. Slides. With all the Merci Fleur, c'était fantastique et je peux vous dire qu'on a vraiment un impact conséquent au niveau de votre présentation. On a des gens des ministères de la Banque mondiale ici. C'était les coûts, l'augmentation des coûts au niveau de la prise en charge en foyer, ça a été assez important de voir ça. Je vais demander aux autres participants, est-ce que vous avez des questions? Alors, on vous invite à utiliser le bouton Q&A en bas de l'écran. N'hésitez pas à inscrire vos questions, vos réflexions, comme ça on pourra en entendre plus de votre part. On a plus de 150 personnes dans ce webinaire, donc on a beaucoup de... On a l'opportunité en fait de vous entendre. On va maintenant passer à Daniela Mamalega, qui est directrice pour le partenariat For Every Child Moldova, donc pour tous les enfants en Moldavie. Elle est présidente d'ONG active dans la question familiale et enfants en Moldavie. Elle a plus de 20 ans d'expérience dans la société civile et fournit une assistance technique au gouvernement central de Moldavie. Elle participe au développement de politiques liées à la prise en charge des enfants. En ce inclut donc l'institutionnalisation des enfants, les services sociaux volontaire et l'éducation inclusive. Donc, merci et bienvenue à Daniela. Merci Philippe. Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, je voulais vous remercier de me donner l'opportunité de partager l'expérience de notre pays en ce qui concerne la prise en charge des enfants. Je vais parler des aspects financiers et de l'analyse qu'on avait fait dans le cadre de l'initiative Changing the Way We Care, avec une analyse qui a été effectuée sur l'année 2021. Prochaine page. Alors, pourquoi dans ce processus, en fait, au niveau de l'évaluation des familles et des enfants, nous travaillons sur le développement de services alternatifs avec une analyse des aspects financiers pour la prise en charge institutionnelle. Donc, pourquoi est-ce qu'il est si important de faire ce type d'évaluation? Prochaine diapo. En fait, la réponse principale, c'est que dans le cadre de processus tels que celui-ci, on a besoin de preuves pour montrer la rentabilité et montrer comment l'argent est utilisé dans ce type de système pour informer les décisions politiques sur le futur des 6 institutions. On se inclut donc les plans de transformation et de réorganisation pour ces 6 institutions. Prochaine page. L'objectif de l'évaluation, c'était d'identifier le coût annuel par enfant dans les institutions envoyées et essayer d'identifier les coûts annuels pour les enfants dans des services alternatifs. Donc, nous avons évalué ces institutions résidentielles avec différents profils, des écoles auxiliaires pour les enfants avec des difficultés d'apprentissage, des centres pour les enfants en situation de handicap et de centres pour les jeunes enfants.
La méthodologie en ce qui concerne la collecte des données comprenait les différents services et le coût par enfant dans les différentes institutions de 2018 à 2020. La méthode inclut l'analyse de documents financiers, collecter des données, organiser des entretiens avec les différentes parties prenantes, en soi inclus du personnel des ministères des Finances. Notre source principale des données était des rapports des institutions aux différents ministères tels que le ministère de la Santé, de la Protection sociale et du Travail, le ministère de l'Éducation. Nous avons utilisé d'autres documents financiers selon le type d'institution. Prochaine page. Quels ont été donc les résultats? Une analyse de la structure et de la proportion des dépenses montre que dans les 6 institutions, les dépenses liées au personnel étaient la dépense principale, entre 60 et 84% du budget total. Les dépenses sur l'achat de matériel représentent environ de 10 à 26% et le reste des coûts reste similaire. L'analyse des données nous a montré que malgré la baisse du nombre d'enfants pris en charge pendant cette période, le coût moyen s'est maintenu et a même augmenté. On peut le voir dans ce tableau en particulier en ce qui concerne les institutions pour jeunes enfants, et cela est dû principalement au fait que le, les fonds attribués au personnel sont les plus importants en ce qui concerne ce type de prise en charge. En ce qui concerne les résultats, nous avons pu voir que la plupart des fonds étaient alloués à ces services avec un accent sur la réhabilitation et l'éducation. Donc, si on regarde par exemple les dépenses sur les services d'éducation pour les institutions pour les enfants avec des besoins spécifiques, on verra que c'est plus bas que la dépense sur les services de prise en charge. C'est la même chose pour les autres types d'institutions. Prochaine page. Donc, en comparant les coûts par enfant dans les services de prise en charge en foyer par rapport aux services communautaires, montre des écarts significatifs. Donc, de manière annuelle, un enfant dans un foyer coûte jusqu'à 18 000 dollars, alors qu'en dans une famille d'accueil, le coût représente entre 2 000 et 5 000 dollars. De 4 000 à 10 000 dollars pour les écoles spécialisées, alors que pour une école normale, entre guillemets, les coûts peuvent aller jusqu'à 1 000 dollars. Dans des institutions spécialisées jusqu'à 4 000 dollars. Alors, quels sont les résultats principaux de cette étude? Donc, les institutions résidentielles pour les enfants en situation de handicap que doivent se focaliser sur la réhabilitation des enfants n'ont qu'un pourcentage concernant la réhabilitation, avec ensuite 5 à 10% de développement des compétences sans service d'éducation. Pour les écoles auxiliaires ou les écoles pour les enfants en situation de handicap, seulement 36% des coûts sont alloués aux services d'éducation et le coût de prise en charge est similaire à ceux dans un contexte d'accueil familial. Pour les centres pour les enfants jeunes, les coûts de réhabilitation varient entre 12 et 19%. Prochaine page. Donc, comme vous avez pu le remarquer, le coût le plus important pour les enfants était donc pour les institutions pour les enfants les plus jeunes, donc de 13 500 jusqu'à 18 000 dollars par enfant.
Jusqu'à 84% du budget était alloué à des dépenses liées au personnel et l'évaluation nous montrait qu'un coût annuel par enfant avait augmenté dans les 6 institutions au cours des 3 années, mais le nombre de personnel et d'enfants avait baissé. Et dans certaines institutions, le coût de la prise en charge avait augmenté de plus de 50% ou avait même doublé. Et une question clé liée à cette situation, est-ce que la prise en charge en foyer est efficace? Et les preuves nous montrent que non. On a un besoin très clair de prendre des mesures. Un processus de désinstitutionnalisation avait commencé en 2007 et nous devons continuer à travailler dans ce sens en allouant des ressources pour fournir des services au niveau des communautés et des familles. Se focaliser sur les enfants entre 0 et 3 ans, améliorer l'éducation inclusive et créer des services intégrés pour les enfants. Et enfin, nous devons assurer des engagements politiques afin de maintenir la réforme. Bien entendu, c'est quelque chose qui paraît difficile dans la crise à laquelle nous faisons face, mais je pense que c'est quelque chose qui serait possible. Je vous remercie. Merci, Daniela, c'était fantastique. Beaucoup d'informations et on voit qu'on a une histoire d'origine. Et ce que vous nous avez montré, c'est un exemple fondé sur des preuves qui a donné lieu à des mesures. Et je voulais vous demander, est-ce que vous avez un exemple de comment est-ce que vous avez pu utiliser ces données pour influencer un changement sur le terrain en Moldavie? D'après notre expérience en travaillant avec 25 institutions résidentielles qui ont été réorganisées ou fermées au cours des dernières années, en fait, les preuves financières, c'est vraiment l'argument principal. Donc, chaque fois qu'on a fait cet exercice, ça nous a aidé en termes du processus de réorganisation. Au niveau des chiffres, les chiffres parlent d'eux-mêmes en ce qui concerne l'efficacité et l'allocation des coûts. On n'a pas besoin de davantage d'explications. Au niveau des écoles auxiliaires, donc on en a une qui a été fermée l'année dernière. Et dès qu'on avait les données préliminaires, on les a partagées avec le ministère de l'Éducation et on a essayé de sensibiliser à sa fermeture. Alors, bien entendu, dans ce processus en parallèle, on s'est assuré qu'on fournirait tout le soutien nécessaire pour réintégrer les enfants qui étaient placés dans cette institution, donc avec les familles, afin de préparer la communauté pour les écoles dans les communautés pour préparer à l'inclusion de ces enfants, donc avoir une relation transparente avec l'ensemble des parties prenantes, les gouvernements, les institutions. C'est quelque chose d'absolument essentiel dans ce processus et afin de garantir un succès. Merci beaucoup, Daniela. C'était fantastique de voir comment est-ce que ce travail donne lieu à des transformations. Donc, merci d'avoir partagé ça avec nous. On va passer maintenant à la dernière présentation. Et je suis très enthousiaste parce que la façon de présenter, en fait, on va avoir une présentation un peu différente avec Constantine Godima qui est responsable du département des finances. Pour le Concile de CNICA, il a plus de 25 ans d'expérience dans les dépenses publiques. Il gère une équipe de spécialistes dans le département des finances au niveau du conseil régional qui travaille au niveau du budget sur le district d'Ocnital. Il aide également à l'élaboration et à l'administration et au rapportage des budgets locaux dans le district d'Ocnica. Il était un membre clé de l'équipe pendant l'analyse économique pour le mois de juin et nous souhaitons donc la bienvenue à Constantine. Vous avez la parole. Merci Philippe. Très chers participants, bonjour à toutes et à tous. Donc au cours des minutes à venir, je vais vous présenter brièvement
les conclusions de l'étude d'investissement. Donc, en fait, ça a été très simple. On voulait avoir des preuves économiques, des arguments économiques sur l'investissement pour les services sociaux pour les enfants. Et la méthodologie que nous avons utilisée pour cette étude a été fondée sur 5 étapes, avec tout d'abord l'évaluation des mécanismes de financement actuels au niveau donc, de la zone et des services sociaux minimum dans cette zone. Ensuite, on a examiné les moyens qui étaient fournis actuellement pour les enfants, le nombre d'enfants couverts par ces subventions et les tendances donc pour les enfants au cours des 3 dernières années. On a également regardé les réallocations du budget pour la période de 2023 pour la prise en charge en foyer sur 6 institutions au niveau central. Ensuite, la troisième étape, on a défini ce qui était inclus donc, dans l'ensemble des services, avec quels services n'étaient pas financés de manière adéquate, avec ensuite une analyse du cadre réglementaire avec des entretiens avec les prestataires de services et les différentes parties prenantes. Ensuite, quatrième étape, on a essayé d'estimer le coût des services avec les services minimums et on a établi une comparaison afin d'identifier les différentes lacunes. Et l'étape finale était d'utiliser donc les lignes directrices globales afin de déterminer un retour sur investissement dans le système avec des économies potentielles pour le gouvernement. Alors, au niveau des informations d'origine, donc le gouvernement de Moldavie avait adopté un budget pour la prise en charge des enfants, c'était un package minimal qui n'était pas possible de développer sur l'ensemble du territoire à cause des différents services et des différentes priorités établies selon le pays. Au niveau de l'équipe, nous sommes mis d'accord sur le fait d'établir des recherches sur 5 services dans cette liste, donc des services de soutien aux familles, euh, l'accueil familial, l'assistance personnelle, les équipes mobiles et l'aide à domicile ou les soins de répit. Donc, ce type de services ont été sélectionnés puisqu'ils fournissaient une gamme large de services qui permet de prévenir la séparation ou à aider à la situation en soutenant donc les familles qui s'occupent d'enfants parfois en situation de handicap. Prochaine page. À la suite des analyses des dépenses au niveau donc de la prise en charge, nous pouvons déterminer au niveau macroéconomique que le choc lié à la pandémie de COVID-19 a eu un impact un impact positif sur le financement des services, mais le budget annuel a une croissance plus rapide. Et on peut le voir au niveau du graphique à droite. Ensuite, prochaine page. Au niveau des institutions résidentielles, donc le financement de ces institutions a également augmenté, même si le nombre d'enfants baisse de manière continue, ce qui signifie qu'on cible seulement une partie des enfants dans le besoin. Par exemple, en 2023, le gouvernement a alloué 8 millions de dollars pour les institutions résidentielles, c'est-à-dire 0,2% du budget étatique. Ça représente également une augmentation de 68% des dépenses par rapport à l'année 2020. De la même manière, le coût moyen par enfant en institution a augmenté de 8 725 à 13 000 dollars en 2023. Prochaine page. En ce qui concerne l'efficacité, l'équité, ce qui est positif pour les enfants au niveau de nos services pour les familles, il s'agit de s'assurer
non seulement que l'on investit de manière correcte, mais qu'on couvre l'ensemble des enfants dans le besoin et pas seulement une partie de ces enfants. Par exemple, le package minimum pour la protection de l'enfant dans les familles permet de fournir une manière efficace pour réduire les coûts pour aider les familles vulnérables. Et nous avons estimé un coût de euh, 944 $ qui est 14 fois moins que de placer un enfant en foyer. Et au niveau des enfants en situation de handicap, on a 11 ju- à partir de 11 000 $ par enfant. Donc on a une différence absolument énorme et ce coût plus faible est lié à la présence de services liés au soutien des familles avec des enfants qui inclut donc le nombre le plus important de bénéficiaires et le coût le plus bas. Et c'est un service qui vise à la prévention de la séparation de l'enfant de sa famille. Afin de calculer le coût de ce groupe de services, nous avons utilisé les données de la République de Moldavie et nous avons établi un modèle des coûts et nous avons défini donc les services, les activités et quel genre de financement manquait à l'appel et nous avons défini une liste de prix des services et des biens nécessaires pour mener à bien ces activités. Nous avons ensuite défini la fréquence et la quantité du matériel nécessaire pour chaque activité sous les services sociaux en calculant les nouveaux coûts de chaque service. Ça inclut les coûts de développement. Ensuite, nous avons fait un projet sur 5 ans des coûts et nous avons identifié les écarts entre les financements actuels et les financements nécessaires. Prochaine page. Donc, au niveau des coûts, l'estimation pour l'ensemble des services minimaux proposés était égale à 31 788 $ et en moyenne, une augmentation serait nécessaire, mais on aurait un résultat plus accru. On verra ça dans la prochaine page. Donc ici, on a analysé les données avec l'analyse financière de ces 5 services, avec les services minimums qui ont été projetés ensuite sur 5 ans et le total requis pour les 5 années à venir. Comme on peut le voir, on a donc un écart de financement à partir de 4 825 $ jusqu'à 7 787 sur la 5e année. Mais l'équipe d'experts a estimé que si le financement était investi dans le service minimum, nous aurons des économies estimées à 5,2 millions de dollars. Donc, par exemple, si ces changements sont effectués, alors au lieu de parvenir à 33 000 enfants, les financements couvriront environ les services en changeant donc les économies permettraient de couvrir donc les lacunes de financement en permettant d'aider plus de 33 000 personnes dans ces situations. On a également des avantages à long terme liés à ces investissements dans les enfants parce que par exemple, si ces enfants obtiennent les services dont ils ont besoin, ils pourront ensuite aller à l'école et devenir des membres euh, de la société. Et grâce à cette étude, par rapport à l'impact économique de la pandémie sur le capital humain, les enfants qui ont pu rattraper le temps perdu dans les écoles avaient plus de chances d'améliorer leur performance à l'école et donc d'avoir un futur plus prometteur.
Nous avons donc établi cette étude pour la République de Moldavie et nous avons utilisé les chiffres pour la durée moyenne du travail avec le salaire moyen. Et d'après notre estimation, nous sommes venus à la conclusion qu'en permettant aux enfants d'aller à l'école, nous allons augmenter leurs revenus pendant leur temps de vie, en fait, d'environ 1 397 $ par enfant, ce qui signifie un retour sur investissement à long terme pour la Moldavie de plus de 62 millions à long terme. Prochaine page. Au niveau de l'éducation également, on a des types de retours sur investissement et l'accès aux services, à des services égaux est essentiel pour les enfants afin donc d'améliorer leur durée de vie. Et en utilisant une étude effectuée dans le pays basée sur des indicateurs comme par exemple les années de vie ajustées nous avons estimé que si 33 000 enfants auraient une durée de vie de 3 ans plus longue grâce à l'accès à ces services, ça donnera lieu en fait à 20,3 millions de dollars par an de revenus potentiels et d'économies. Donc c'est juste une estimation et les bénéfices mesurés dans les différents secteurs pourraient apporter davantage de retour sur investissement au niveau individuel et au niveau gouvernemental également. Donc, au niveau de la valeur nette, on reflète donc les bénéfices et les retours sur investissement au niveau de ces services minimaux pour la protection des enfants sur 5 ans et le retour sur investissement de 16,6% est environ équivalent à celui de 17% en interne qui pouvait être généré par des programmes de développement sur la petite enfance aux États-Unis. Mais bien entendu, on a une différence dans le contexte, mais une équivalence certaine qui peut en fait permettre aux investisseurs d'atteindre un investissement minimum sur 20 ans. Basé sur les calculs, l'équipe d'experts a conclu qu'il y avait des évidences complètes qui soutiendraient donc l'investissement dans ces services minimaux pour les enfants et les familles. En même temps, il y a d'autres facteurs que nous n'avons pas pris en considération par manque d'opportunités, mais qui pourraient être bénéficiaires pour l'État, comme par exemple plus de revenus liés aux impôts, des économies et moins de dossiers ou de plaintes vers les services de protection de l'enfance qui permettraient d'établir des économies. Voilà. Merci beaucoup pour votre temps. Merci, Constantine. C'est un travail fantastique qui revient à notre discussion auparavant. Il est vrai que la prise en charge familiale est moins chère que la prise en charge institutionnelle, avec des bénéfices pour l'enfant. Et on voit vraiment que c'est 17%, c'est absolument fantastique. Ce type d'analyse a eu un impact positif sur les développements de la petite enfance. Donc, ça montre vraiment qu'un investissement sur la petite enfance a des bénéfices à long terme. On sait que l'équipe a regardé d'autres études, d'autres méthodologies, a essayé de ne pas trop euh, et cette étude a pu vraiment montrer les bénéfices à long terme pour la Moldavie. Donc, vous avez fait un travail fantastique. Vous avez vraiment demandé, vous avez répondu à ma demande. J'ai vu que vous avez inscrit vos questions dans la partie Q&A. Donc, n'hésitez pas à continuer à ajouter des questions. J'ai une équipe qui travaille ici et qui les note, qui les met un peu en ordre. On enlève les duplicateurs, mais n'hésitez pas si vous avez des questions.
Alors, la première question, on va commencer avec des questions de clarification qui viennent de la part du public. La première est revenue. Donc, quelles seraient les raisons de ne pas maintenir le financement lorsque pendant la transformation de la prise en charge institutionnelle. Donc, on a vu un changement dans les chiffres. Et qu'est-ce qui explique la différence de dynamique? Pourquoi est-ce que ces chiffres ont changé? Flore, peut-être que vous pouvez répondre à cette première question. Je sais que beaucoup d'entre vous se penchaient sur la question des coûts. Oui, alors, de manière générale, euh, tout d'abord, une augmentation des coûts. L'augmentation des coûts était liée à l'inflation, mais quand on a regardé les coûts pour la prise en charge en foyer, on a vu que la question de ces services était établie selon les dépenses, avec tout ce qui est donc vêtements, médicaments, produits d'hygiène, coopération des institutions. Et juste pour clarifier, au niveau de la prise en charge institutionnelle, le budget est fait au niveau local et national. Parfois, on fournit des financements, mais le budget vient toujours des autorités publiques, mais on n'a pas de ligne directrice pour l'allocation du budget par enfant, comme ça pourrait être le cas pour la prise en charge familiale. Donc, je pense qu'une des explications pour expliquer pourquoi est-ce que les coûts ont augmenté comparé au nombre d'enfants, en plus de l'explication que je vous ai donnée dans les institutions, on a encore beaucoup d'enfants avec des handicaps sévères et les coûts de prise en charge restent élevés pour ces enfants-là. Donc, euh, il faut toujours que ces grandes institutions fonctionnent, même s'il y a moins d'enfants. Il faut encore payer le personnel. Et quand l'inflation se mêle également à ces budgets, eh bien, c'est reflété sur la prise en charge institutionnelle par rapport à la prise en charge en famille, où les dynamiques en termes d'économie sont très différentes. Oui, si je peux ajouter, oui, comme Flore l'a mentionné, et je l'ai mentionné dans ma présentation également, les dépenses clés et les principales dépenses du budget total par personne sont euh, portent sur le personnel et ressources humaines. Même si le nombre d'enfants diminue, ces dépenses restent les mêmes, ainsi que les dépenses concernant les infrastructures. Et si on ajoute à ça l'inflation qu'on a connue ces dernières années, eh bien, euh, c'est encore un poids supplémentaire. Mais oui, euh, les coûts qui ne fluctuent pas sont ceux de personnel et de maintenance du bâtiment. Euh, on- Beaucoup de pays rêvent d'avoir les mêmes chiffres que ceux que vous avez eu en Moldavie en termes de réduction du nombre d'enfants pris en charge en résidence institutionnelle. Est-ce que, Ludmila, vous pouvez nous dire quels ont été vraiment les facteurs clés de réduction du nombre d'enfants pris en charge en institution? Je pense qu'il y en a plusieurs. Euh, L'un des facteurs les plus importants est certainement la volonté politique qui a été alimentée par certains des arguments qu'on a mis en avant aujourd'hui, bien évidemment, mais la volonté politique, c'est l'élément euh, clé et également différents éléments du système qui ont été mis en place pour soutenir ce changement, y compris au sein de la société civile en Moldavie, avec des mécanismes de euh, préservation, d'importants développements, certains services aussi qui ont été créés, la gestion de cas par exemple, et les services de soutien aux familles. Donc, différents éléments doivent se combiner, se sont combinés en Moldavie pour que cela puisse
devenir une réalité, à la fois au niveau du gouvernement, de la société civile et des mécanismes qui ont dû être mis en place pour que ce processus puisse voir le jour et y compris sur une certaine période de temps. Oui, la Moldavie a été un modèle de volonté politique pendant de nombreuses années. Pour ceux d'entre vous qui n'êtes pas familiers avec cela, n'hésitez pas à consulter les ressources pour mieux comprendre ce que Ludmila vient d'expliquer. Et d'autres questions par rapport à la prise en charge en foyer d'accueil, en famille d'accueil. Combien d'enfants maximum une famille peut accueillir en Moldavie et quelle est la position des décideurs politiques par rapport à cela? Est-ce que cela influence le nombre, est-ce que la fermeture des institutions influence le nombre d'enfants pris en charge dans les familles? Je peux y répondre. Par rapport à la réglementation en place, le nombre maximal d'enfants est de 3 enfants, à l'exception des frères et sœurs, si on veut maintenir les frères et sœurs ensemble. Et puis dans les foyers d'accueil, c'est 7 enfants maximum. Eh bien, c'est juste la loi. Il n'y a pas d'autre explication. L'autre question porte sur différents points. C'est une question assez complexe. Comment évaluez-vous la complexité de prise en charge en famille par rapport à en famille d'accueil? Est-ce que vous pouvez documenter les services? Comment est-ce que vous évaluez les coûts? Vous utilisez le terme de prise en charge en euh, famille d'accueil. Est-ce que vous faites la différence entre les familles biologiques et les familles d'accueil ou les foyers d'accueil? Donc, une question assez complexe de la part des participants, si l'un d'entre vous veut bien y répondre. Oui, je vais y répondre en premier. D'abord, j'ai vu qu'il y a eu beaucoup de questions dans le chat par rapport au type d'institution, de service et ce qu'on entendait par là. C'est très difficile sur ces sujets très spécifiques de couvrir l'ensemble des systèmes sociaux et comment ils s'articulent dans les différents pays et comment ils ont été organisés ces dernières années. Tout d'abord, cela ne signifie pas par faire, avec toutes ces évaluations et toutes ces analyses, on ne veut pas faire la promotion. Enfin, nous, ce qu'on veut mettre en avant, c'est la famille biologique. Ce qu'on veut vraiment favoriser, c'est la prise en charge dans la famille biologique des enfants. Et on met l'accent sur la prévention, la coopération, à l'accès aux services éducatifs, à l'assistance sociale pour intervenir de manière précoce s'il y a des problèmes au sein des familles. Donc, tout d'abord, la clé, c'est bien sûr la famille biologique. Le deuxième niveau, c'est le tutorat. Oui. Euh, la prise en charge euh, de- dans, dans la famille plus élargie. Et ensuite, en troisième niveau, la famille d'accueil, donc qui n'a aucun lien de parenté avec l'enfant, mais qui reste un noyau familial serré. Et puis ensuite, il y a la prise en charge en foyer d'accueil, donc à nouveau avec des parents d'accueil. Et puis enfin, en dernier lieu, l'institutionnalisation. Merci beaucoup. Quel est le coût pour l'État
d'un enfant qui grandit dans sa famille, par exemple un enfant porteur de handicap, par rapport à un enfant qui va grandir en institution ou en foyer d'accueil. Est-ce que vous êtes penché sur ces chiffres ou est-ce que cela était en dehors du champ d'application de votre analyse? Je vais essayer de répondre à cette question. On n'a pas vraiment étudié ces aspects-là, cet aspect-là. La différence entre ces coûts-là, en ce qui concerne un enfant porteur de handicap, lorsqu'il grandit au sein de sa propre famille, le gouvernement ne paye pas d'allocation à ses parents. C'est l'une des premières différences en termes de coûts. Il n'y a pas non plus de dépenses liées aux infrastructures dont ils auraient besoin et qui vont faire partie du budget d'une institution, par exemple. En ce qui concerne les coûts de traitement, de soins médicalisés dont l'enfant peut avoir besoin, tout ça est couvert par le gouvernement, quoi qu'il en soit, que l'enfant soit euh, dans sa famille biologique, dans une famille d'accueil ou dans une institution. J'espère que c'est clair. Peut-être que mes collègues veulent ajouter quelque chose là-dessus. La question suivante, donc très brièvement, quel type de soutien les familles d'accueil reçoivent-elles en Moldavie? Je crois que j'ai répondu déjà dans le chat. Donc, elles reçoivent une allocation. Les familles d'accueil vont recevoir une allocation, ainsi que l'enfant qui est placé dans une famille d'accueil. L'enfant va également recevoir une allocation financière. Merci. Un autre participant s'est intéressé sur la manière dont vous avez articulé le système pour répondre aux situations de manque de prise en charge pour les filles, les garçons, adolescents. Je ne sais pas si c'est quelque chose sur laquelle vous pouvez répondre, si vous avez analysé ces données-là plus particulièrement. Et je pense que cela peut s'appliquer également aux enfants qui grandissent dans un cadre institutionnel. Alors, je n'ai peut-être pas très bien posé cette question. Elle a été traduite. Est-ce que l'on sait combien d'enfants souffrent de violences, de négligence? Oui, je vais essayer de répondre. En règle générale, il a certains mécanismes propres aux institutions qui portent sur les processus de signalement de ces cas. En général, si on parle de la prise en charge en institution, la réglementation qu'on a en place par rapport à la lutte contre les violences envers les enfants, pour l'instant, ça ne fonctionne pas correctement. Par exemple, au cours de l'évaluation, nous avons constaté beaucoup de cas de violence qui n'avaient pas été signalés à l'État, aux agences de l'État pour qu'elles interviennent, malheureusement. Oui, si je peux ajouter juste un élément d'information. En règle générale, la discussion par rapport au signalement, la collecte de données, c'est une discussion très vive. Le gouvernement moldave souhaite vraiment améliorer le système à la fois en termes technologiques par rapport à la collecte de données, généraliser les mécanismes de signalement. Comme Daniela l'a dit, officiellement, ils existent. Dans la réalité, ces signalements et ces données de signalement semblent
être incohérentes où les organisations de la société civile vont signaler officiellement un certain nombre de cas et le gouvernement va officiellement présenter d'autres chiffres. Donc, c'est un domaine qui doit clairement être amélioré et normalisé en ce qui concerne la remontée d'informations vers le gouvernement. Merci beaucoup. Oh, go ahead, Daniela. Allez-y. Pour mieux comprendre, il y a une réglementation établie par rapport au signalement cas, que vous soyez un professionnel, une personne physique. D'après la loi, vous devez signaler tous les cas concernant les violences et la négligence faites aux enfants à l'école, au sein de la communauté, dans les institutions, quel que soit le lieu. Donc, il y a cette réglementation en place, mais comme Ludmila l'a dit, ça ne fonctionne pas très bien. Now, the next, there's three questions. I'm just going to lump them together. Alors, on a ensuite trois questions que je vais mettre ensemble parce qu'il s'agit donc de l'ensemble de services. Alors, est-ce qu'on inclut des services et des coûts liés au soutien à la réintégration dans les familles? Qu'en est-il également pour les enfants dans les systèmes alternatifs? Ensuite, qu'est-ce qu'on entend par équipe mobile? Qu'est-ce qui est inclus dans ces services? Et comment est-ce que vous incluez les interventions pour la petite enfance? Est-ce que vous avez un aperçu des coûts à ce niveau-là? Donc, la planification liée à la réintégration des enfants, les équipes mobiles et la petite enfance. Alors, je peux commencer par rapport au coût de réintégration. Donc, ils ne sont jamais complètement inclus dans le budget, mais ils font partie dans les services de soutien aux familles. Donc, le service principal qui apporte du soutien à la réintégration des enfants après prise en charge institutionnelle. Donc, on a des services de soutien et dans le rapport d'investissement, en fait, ils étaient inclus dans ce groupe de services minimum. Donc, en fait, ils sont inclus dans les services de soutien à la famille. Mais dans le processus, en général, il faut reconnaître le fait qu'il est nécessaire d'avoir des coûts de transition parce que les soutiens aux familles, donc les services ne sont pas suffisants. Et donc, la société civile soutient ce processus et euh, s'occupe des coûts de transition en ce qui concerne la réintégration et le développement des services de soutien. Est-ce qu'on a d'autres commentaires à ce niveau-là? Alors, par rapport à l'équipe mobile, je voulais ajouter quelque chose. En fait, les équipes mobiles, en général, sont formées de différents spécialistes, donc des kinésithérapeutes ou des soignants qui visitent donc les familles avec des enfants porteurs de handicap. Et c'est quelque chose qui est fait pour améliorer l'accès, la communication. Et donc, c'est une équipe de spécialistes qui se rend sur les lieux de résidence à ces enfants pour apporter une assistance aux enfants porteurs de handicap. Voilà, très utile. Merci, Constantine. On avait également une question. Alors, est-ce qu'il y a eu des activités à grande échelle pour essayer d'obtenir des soutiens des enfants et des jeunes personnes qui sont en transition en termes de prise en charge et qu'est-ce qu'on apprend de leur retour, de leur feedback. Alors, je vais commencer. Je suis sûre que mes collègues pourront ajouter quelque chose selon leurs initiatives. Alors, au niveau de l'initiative, au niveau de Changing the Way We Care, on a fait donc des enquêtes de foyer. Elle est en cours et donc on revient vers les enfants
qui était intégrée donc d'une prise en charge en foyer à une prise en charge dans des familles. Donc, on a essayé d'obtenir leur retour en ce qui concerne leur bien-être, les changements qui ont eu lieu, donc d'après leur opinion. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, après être revenu en milieu familial, en fait, le rapport n'est pas encore sorti. On a des résultats préliminaires qui sont très positifs et on considère cela comme étant un des éléments importants et nouveaux qui constituent des preuves et qui pourraient être utilisés pour le dialogue de plaidoyer pour la prise en charge en Moldavie. Je peux peut-être ajouter quelque chose brièvement, en fait, non seulement dans ce processus, mais également en général, on a une volonté en Moldavie d'améliorer en fait la qualité des services sociaux, non seulement en ce qui concerne la protection de l'enfance, les ONG, etc., mais au niveau également des services gouvernementaux. Donc, c'est quelque chose qui doit être encore amélioré en Moldavie, mais une chose qui est intéressante pour l'UNICEF et qui peut être explorée, c'est également la dynamique de genre, en particulier au niveau de l'impact sur les femmes en tant que mères, mais en tant que soignante et en tant que travailleuse sociale, parce qu'en général, les soignantes ou les aidantes sont des femmes, les travailleuses sociales également. Et c'est intéressant d'ajouter ce composant pour faire en sorte qu'on adresse les besoins spécifiques à la fois des femmes, des soignantes ou des aidantes en termes de prévention et également dans l'ensemble du processus de réintégration. Donc, c'est un aspect que l'on souhaite analyser davantage. Merci, Flore. Oui, je voudrais ajouter également quelque chose. À partir de 2007, dans le processus de la réforme, les enfants et les familles faisaient partie de ce processus et nous avons différents types d'enquêtes. En ce inclut services de réintégration, des services de réintégration qui étaient faits par le gouvernement également, parce qu'à l'heure actuelle, on a une volonté politique, mais c'était très difficile de maintenir cette volonté politique avec des fluctuations et des changements qu'on avait eus donc en Moldavie à chaque fois avec les différents partis politiques et les différents gouvernements. Donc, ce composant était absolument critique à chaque fois et d'être maintenu en fait dans la boucle avec le gouvernement, d'avoir des retours des familles et de l'ensemble des parties prenantes impliquées dans le processus. Et on a eu différents types de modèles de participation de l'enfant dans le pays, avec également un conseil des enfants qui a été établi en 2011 avec le soutien du USAID et on appuie encore ce modèle. Donc, ces enfants peuvent examiner les services afin de fournir ces informations précieuses avec vraiment la perception des enfants au niveau des services sociaux. Merci beaucoup pour vos réponses. Alors, on va clôturer, mais j'ai maintenant des questions à vous poser. Il faut rester bref. Je voulais vous demander d'imaginer que imaginez que vous faites partie d'une délégation sur un continent différent, dans un autre pays, peu importe le continent. Imaginez que vous êtes devant un groupe de représentants de différents ministères, des financeurs, etc. Brièvement, et d'après les réponses des uns des autres, quelle serait la leçon de la Moldavie à partager, la chose la plus importante, euh, puisqu'on a vraiment un public très divers, mais la chose à retenir la plus importante. Je vais commencer avec Ludmila. Désolée de vous désigner, mais qu'est-ce que ce serait pour vous la leçon à tirer? Alors, la prise en charge familiale est possible dans chaque condition,
est non seulement possible dans différents types de conditions, mais elle est également vraiment recommandée, non seulement parce que c'est dans les meilleurs intérêts de l'enfant, mais c'est également plus rentable. Et pour la Moldavie, on a vraiment des chiffres très précis. C'est 14 fois plus rentable d'avoir une prise en charge familiale ou communautaire pour les enfants par rapport à une prise en charge en institution. Donc, c'est quelque chose qui a du sens et on a vraiment un exemple fantastique. Très bien. Maintenant, Flore, vous avez entendu l'argument de Lumina. Comment est-ce que vous pouvez vous appuyer dessus pour vous exprimer face à la délégation? Alors, ce dont on a besoin, c'est vraiment d'une volonté politique pour investir dans les systèmes de prise en charge des enfants dans le pays. Euh, et on peut montrer que le coût euh, est moins important qu'avec des systèmes de séparation des enfants de leur famille ou des familles. Constantine, à vous. En termes pratiques, la transition de la prise en charge institutionnelle vers une prise en charge familiale, c'est quelque chose qui apporte des économies, mais la période de transition est plus chère parce que l'État va devoir financer en parallèle, les institutions financières également pendant cette période de transition et les services établis et les nouveaux services établis, donc les nouveaux services de prise en charge familiale. Mais pendant cette transition vers une nouvelle prise en charge, en fait, on aura des coûts moindres où cet argent sera utilisé pour améliorer les services. Non pas pour faire des économies sur les enfants, mais en fait, l'argent sera utilisé de manière plus efficace et permettra d'apporter des résultats plus positifs. Merci Constantine. Daniela, maintenant vous pouvez apporter un dernier message clé. Le message que j'avais ici, c'était vraiment d'avoir confiance en ce changement, de ne pas perdre espoir. Parce que en croyant en quelque chose, en se battant pour cette cause, on peut avoir des résultats. Il s'agit donc ici de croire. C'est une très bonne note de conclusion. Merci beaucoup au panel. Cette narrative de Moldavie nous a vraiment donné des raisons concrètes d'avoir confiance dans le fait que ce système peut être répliqué dans d'autres pays. Je vais vous demander si vous avez d'autres commentaires, d'autres observations. Mais une chose à retenir, c'est vraiment pour aujourd'hui, c'est vraiment on a vu un travail absolument très robuste au niveau technique qui a été fait dans le contexte de ce pays. Et on peut vraiment faire un lien avec la question des ressources pour qu'on n'ait pas juste un rapport qui nous montre les différents éléments dont on a besoin. Le gouvernement doit fournir ces services. Donc, c'est très important. Une autre chose au niveau de la Moldavie et par rapport à d'autres pays, c'est qu'ils ont vraiment apporté ils avaient vraiment les bonnes personnes. Ils ne parlaient pas seulement au ministère des Affaires sociales. Ils ont parlé à un certain nombre de ministères. Ils obtenaient des financements. Et la Moldavie, comme la plupart des pays dans cet appel, dépendent de financements externes. Ils ont besoin de financements comme la banque, etc., afin d'appuyer les politiques dans leur budget. Et en fait, la Moldavie a obtenu les bonnes personnes au niveau domestique, donc les bonnes personnes impliquées dans l'organisation du budget, mais également les financeurs externes. Et on peut leur montrer pourquoi c'était si important. Bien entendu, c'est pas un exercice unique. Je sais que ça a pris beaucoup de travail, beaucoup de consultations pour avoir la réunion du mois de juin. Mais vous avez impliqué le secteur de l'éducation, le secteur de la santé. Il faut toujours en fait plaider sa cause mois après mois. Et Constantine a montré que la réforme était payante. Le retour sur investissement est énorme. Il en est de même pour le développement de la petite enfance. Donc ce retour sur investissement devrait être démontré à d'autres pays.
en regardant l'analyse, on peut voir que l'analyse est en phase avec ce que l'on a en termes des autres évidences. Mais on peut vraiment remercier les panélistes. On a des applaudissements pour vous. Vous avez fait un travail absolument fantastique et je voulais vous rappeler qu'on vous enverra un mail avec une copie de l'enregistrement des présentations. N'hésitez pas à la partager aux personnes qui pourraient être intéressées. On vous partagera les pages et une page de ressources. Mais vraiment un grand merci. On vous partagera donc une page avec les ressources et les informations supplémentaires. On va pouvoir maintenant clôturer ce webinaire avec un grand merci au travail fantastique qui a été effectué afin d'organiser cette séance. Donc vraiment, merci à vous toutes et vous tous et on continue, on maintient nos efforts. Merci beaucoup.